Bonsoir à tous, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie. C'est le dernier talk de la journée avant le petit mot de la fin d'Hugo. Et c'est devenu un peu une tradition dans la Product Conf d'essayer d'avoir un CEO à la fin de la journée pour parler de produits. Et cette année, je suis particulièrement heureux d'accueillir Armand Tiberge, qui est le CEO et le fondateur de Brevo, anciennement Sendinblue. Ça vous parle? Il y en a qui l'utilisent, vous pouvez lever la main. Ok, pas mal. C'est 500 000 clients Brevo aujourd'hui, dont des marques comme Decathlon, comme Picard, comme Doctolib, comme Louis Vuitton. Et on avait une track aujourd'hui sur le business et le produit et le ROI. Brevo, c'est un centaure. Vous allez faire 200 et quelques millions d'ARR cette année. Et surtout, ça à la rigueur, c'est déjà pas facile, mais... Et surtout 50 millions d'EBITDA, donc vous êtes profitable. Et en plus, vous venez d'être B Corp, certifié B Corp. Donc, chapeau. Donc, merci beaucoup, Armand. Ce que je te propose, c'est déjà pour commencer, donc on a préparé cette interview ensemble. Et Armand, il a fondé Brevo en 2011 et jusqu'en 2017, tu as occupé le poste de CPO. Donc ça pourrait être intéressant pour cette audience produit que tu nous racontes un petit peu pourquoi tu l'as gardé aussi longtemps. Vas-y, je te laisse la parole. Okay, merci beaucoup Pierre. D'abord, je suis ravi et honoré d'être là à la Product Conf cette année, en non-Product Guy. Donc pardon d'avance pour toutes les erreurs que je ferai sur le produit. En effet, Brevo a démarré en 2011. Avant ça, c'était une agence web, j'avais une agence web. Et je me disais comment je crée justement un produit pour scaler. Quand on a une agence web, on a des clients qui ne sont pas forcément récurrents. Chaque nouveau client a des nouvelles problématiques et donc chercher un produit. Et donc dès 2011, on était vraiment dans un mode qu'on appelle aujourd'hui PLG, donc Product Led Growth, donc se dire comment je crée un produit qui soit scalable à l'infini sur un gros marché. Donc là, on avait vraiment pris le marché toutes les PME dans le monde. Et évidemment, quand j'essaye cette idée, j'ai cette idée en tête en 2011, je suis d'abord un CPO avant d'être un CEO finalement. Voilà. Et donc ces premières années ont été à construire ce produit, à parler avec les clients et surtout aussi à regarder les concurrents dans un environnement concurrentiel comme l'est celui du CRM. C'est essentiel de bien connaître ses concurrents et d'être meilleur qu'eux, et d'écouter ses clients et de voir ce qu'ils font et de construire le meilleur produit. Donc j'avais pas mal de tech qui étaient à l'origine dans l'agence web, et moi je drivais beaucoup le produit. Donc j'ai démarré vraiment très produit. Ouais. Tu as un background d'ingénieur en plus, il y a beaucoup de fondateurs qui viennent plutôt du monde des écoles de commerce par exemple. Tu penses que c'est un avantage pour construire un produit d'être ingénieur? Ah oui, je pense que le produit est d'abord un métier d'ingénieur. Enfin, pardon, il y a sans doute des non-ingénieurs ici. Mais en fait, le produit, c'est quand même s'ancre dans une réalité qui peut être matérielle, qui peut être software, qui peut être d'architecture. Et donc, pour créer le meilleur produit, c'est important de comprendre la physique des choses, la physique au sens large, pour imaginer quel est le meilleur produit à délivrer à ses clients. Donc, je pense que c'est une démarche qui est à la fois créative, je pense qu'il y a une part de créativité dans le produit qui est importante, mais aussi ingénieur, il me semble. Alors en 2011, la fonction produit, je ne sais même pas trop si le terme existe officiellement, donc tu es un peu le monsieur Jourdain du produit, parce que je ne sais pas si tu t'appelais CPO à l'époque. En 2017, tu prends la décision de nommer un vrai CPO. Alors, pourquoi tu prends cette décision? Est-ce qu'avant de la prendre, tu as quand même des doutes, tu te poses des questions? Alors, c'est arrivé très naturellement. Donc, il y avait vraiment des choses que j'ai fait beaucoup pendant toutes ces années. Du début, quand j'étais, comme tu disais, CPO, c'était à la fois écouter les clients, leur parler,
les voir. On avait Full Story, donc qui permet de voir les sessions en ligne des clients, donc regarder les sessions, voir ce qui se passait, et comme je disais aussi, ce qui se passait ailleurs sur le marché. Et donc à l'époque, on avait trois personnes au produit. En tech, il y en avait beaucoup plus. Et, il y en avait combien, juste pour avoir une idée du ratio? C'était pas des, c'est plutôt, je dirais, 40, un truc comme ça. Il y avait beaucoup de tech, 40-50 tech. Parce qu'en fait, j'ai monté la boîte à l'origine en Inde. Donc j'avais quelques personnes en France et pas mal en Inde aussi. Donc j'avais énormément de tech. Et voilà, et j'avais pas mal de choses. Donc on venait de lever de l'argent, on venait de lever 30 millions, on faisait 10 millions de chiffre d'affaires. Et j'ai aussi senti le besoin d'avoir quelqu'un qui soit dédié, qui fasse ces choses, qui sont de donner la vision du produit, de comprendre vraiment ce que font nos clients, de vraiment de voir les pains. Enfin, je pense que le truc le plus important, c'est de comprendre les clients et de voir pourquoi ils souffrent tous les jours à utiliser notre produit et de faire qu'il soit meilleur. Hein. Donc, savoir quelqu'un qui le fait à plein temps, ça arrivait très naturellement. Et ce qui est fou, c'est que 8 ans après, quand je vois, donc il s'appelle Jérémy Cahen, et je l'ai embauché en 2017 ou 2018. Et maintenant, il connaît 5 fois mieux le produit que moi et 10 fois mieux les concurrents. Et il y a évidemment énormément de choses qui ont changé. En particulier, j'avais une approche assez intuitive, on va dire, du produit. Et donc, qui est assez différente de l'approche traditionnelle d'un CPO, je pense, en tout cas ce que j'en ai vu. Et donc, d'un CEO fondateur qui est toujours qui a en tête le cash, c'est des problématiques de chiffres, etc. Et qui a une feature à la semaine qui développe. Et donc, pour les équipes, que ce soit la tech ou le produit, je pense, les perdre parfois. Imaginez en me disant, tiens, je pourrais faire telle feature, alors tu la lances, machin, puis 3 semaines après, tu dis, ah ben non, en fait, c'est pas celle-là, c'est celle-là, etc. Donc, c'était un petit peu chaotique. Ça avait l'avantage d'aller aussi très vite. Mais ce qu'a fait Jérémy hyper bien, c'est de poser un peu plus les choses, de structurer une roadmap. Enfin, c'est des choses assez basiques, hein, qui vont s'en basiques, mais aussi de structurer des équipes, des domaines aussi, et utiliser mieux la ressource. Parce qu'en fait, quand on a très peu de gens au produit, on ne spécifie pas forcément bien, on n'imagine pas forcément tous les cas. Et il y avait pas mal de déchets dans ce qu'on pouvait produire au niveau tech. Et donc, le produit, pour moi, ça a été aussi... l'équipe a beaucoup grossi, l'équipe produit a beaucoup grossi, mais pas forcément proportionnellement à la tech. Et on a gagné beaucoup en efficacité, en production de features qui allaient être utilisées par les clients et pas des features qui servent à rien. Et donc, en fait, on a beaucoup gagné avec le même nombre de développeurs. Et je veux dire, la contrainte dans une boîte, une scale-up comme Revo, c'est toujours la tech et c'est toujours les techs qui vont contraindre votre développement. Donc, vous avez été plus efficient. Et c'était quoi tes doutes avant de prendre cette décision? Parce que là, tu nous parles plutôt de ce qui t'a amené à prendre cette décision. À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui te faisaient hésiter? Alors moi, j'ai toujours été un peu allergique au process, à mettre des règles, etc. Mais attends, on y va. Et évidemment, quand Jérémy il arrive, et je savais très bien qu'en embauchant un CPO, ça va être le cas, on va structurer un peu les choses, on va organiser les choses, on va organiser les feedbacks, on va organiser la roadmap. Et donc ça, évidemment, j'avais aussi l'intuition que ça allait être nécessaire. Mais je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas trop perdre aussi en agilité, en vitesse, et aussi est-ce qu'on allait faire les choses qui comptent pour nos clients, hein, parce que évidemment, quand on est moi fondateur CEO, donc j'ai connu très bien les clients, je connaissais très bien les clients, le produit, et je le connais sans doute moins aujourd'hui, je le connais encore pas mal, mais je connais très bien à l'époque. Et donc, évidemment, j'avais aussi peur qu'on fasse des choses qui ne servent à rien et qui n'aient pas d'impact pour les clients. Ça, c'était vraiment une grande peur. C'est pour ça qu'il y a quelque chose que j'ai aussi, qu'on a fait depuis le début et que j'ai demandé à Jérémy, c'est qu'au moins 1 heure par semaine soit passée par tous les gens au produit à faire du full story, donc à regarder des sessions utilisateurs de manière aléatoire, mais pour comprendre ce qui se passe. C'est génial, on peut exactement voir, tu suis la souris, tu vois, il clique sur tel bouton, etc. Donc,
tu vis le produit, quoi. Tu vis le produit, l'interface de manière très claire. Et donc là, j'étais aussi sûr qu'on voit le pain du client. Est-ce que des choses qui servent à rien, par exemple, ça pourrait être un design system? Je fais exprès de poser cette question parce qu'on a parlé avec Armand avant. Enfin, Tu me disais que tu avais 5 personnes qui géraient le design system chez Brevo. ah. Vas-y, raconte-nous un petit Non, peu, mais c'est carrément. un bon exemple. Ouais. Dans le design system, ça a mis pas mal de temps. Jérémy, on a dû démarrer ça il y a 3-4 ans, mais j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'idée. Et puis, à un moment donné, on ne peut pas dire non éternellement. Donc, apparemment, ça devait vraiment se faire. Mais je me suis dit, mais c'est quoi un an de dev pour faire un système design, les pages elles sont là, les HTML, là, etc. Et donc, pour moi, ça a été vraiment, vraiment difficile. Et en plus, il fallait embaucher des gens qui soient dédiés à faire un système de design qui, évidemment, pour moi, qui voit directement l'impact que ça a l'utilisateur dès maintenant, trouvait que ce n'était pas assez direct comme impact. Et ça a mis vachement de temps avant que je sois convaincu. D'ailleurs, j'en ai reparlé là, juste avant de venir. J'ai dit, tu te rappelles le design system? Et il m'a dit, mais d'ailleurs, il y a combien de personnes? Parce qu'au début, je me rappelle, il y avait 3 personnes. Il m'a dit, il y a 5 personnes plein temps design system. Aujourd'hui, chez Brevo, design system. Donc pour vous, ça va vous paraître normal, mais pour moi, ça me paraît toujours un peu perché d'avoir 5 personnes qui font que des trucs. Voilà. Mais bon. ROI du produit. Mais non, mais le bon truc, c'est que à la fin, le résultat est super. J'avoue, j'ai été très convaincu. Donc d'une part, on a changé, on s'appelait Saniblu, on a changé en Brevo. Alors peut-être pas en 24 heures, mais pas long, quoi. Ça a été vraiment hyper facile parce que justement, on avait ce design system qui était là et qui était un framework où on pouvait juste changer quelques couleurs, un logo et puis tout allait changer. Donc ça a été vachement efficace et efficace pour ça. Aujourd'hui, alors ils m'ont même donné des chiffres pour me dire à quel point il est utilisé. Donc j'ai 8000 insertions mensuelles dans la code base, donc voilà, c'est magnifique, et que 0,2% des taux de composants qui sont détachés dans Figma. Donc voilà, c'est-à-dire que toutes les pages qui sont développées chez Brevo aujourd'hui passent par le design system. Donc bon, comme quoi, il faut parfois faire confiance à son CPO. Et un autre point aussi peut-être qui sera intéressant d'aborder pour l'audience aussi, c'est ton rapport à la data. Tu disais que tu étais ingénieur. Il y a combien de millions d'utilisateurs sur Brevo? J'avais dit 500 000 clients, mais je ne sais pas en termes de users. Et donc, tu es plutôt très data-driven ou au contraire, tu fais attention? Moi, j'ai vraiment fait attention. Ça, j'ai toujours dit, tu ne vois pas grand-chose dans la data, en fait. Si tu ne sais pas la comprendre, parce que les définitions qu'il y a derrière la data, ça structure énormément. Et la data aussi, c'est souvent buggé, il y a souvent des bugs. Et donc, moi, je suis un ingénieur. En plus, j'ai fait une spécialité en stats, donc j'adore les chiffres, je suis très chiffre. Mais je pense tout de même que c'est d'abord le qualitatif, c'est d'abord l'intuition qui doit nous diriger. La data, elle ne sert qu'à valider ou infirmer une hypothèse. C'est ça qu'elle sert en fait fondamentalement. Donc on a une hypothèse, on a une idée, voilà. On va se dire, si mon hypothèse elle est bonne, alors dans la data, je verrai ce chiffre passer de ça à ça. Et donc c'est un outil vachement puissant pour ça. Et après, aujourd'hui, on a énormément de clients, on a des dizaines de millions ou des centaines de millions de pages vues tous les mois, donc on peut faire beaucoup de data, on a beaucoup d'applications différentes, il y a beaucoup de use cases, donc les chiffres vont sortir énormément, mais en fait, on peut pas, on comprend pas forcément, on comprend pas le produit si on suit pas des clients. Et c'est pas, oui, voilà, l'idée que j'ai retrouvé l'idée, c'est pas qu'on a 500 000, 1 million de clients, qu'il faut forcément les approcher de manière quantitative. Pour savoir qui va être le prochain président de la République, il suffit de faire un sondage sur 1000 personnes. Et donc c'est la même idée, faire des sondages. Donc je parle, j'ai 1 million de clients, mais il suffit d'en parler de manière aléatoire. Alors c'est important de faire un peu d'aléatoire. Faire un peu d'aléatoire et pas juste les amis ou les clients qu'on interroge toujours. Donc c'est un peu aléatoire, mais on prend aléatoirement 50 clients, on comprend bien ce que font ces clients, on leur parle, on voit ce qu'ils font sur la plateforme.
Et je veux dire, et on sait ce qui se passe sur 1 million de clients. Il y a pas de, c'est très facile. Hein. Donc ça, c'est aussi ça l'enseignement de la statistique, c'est que un petit échantillon et marche pour tout le monde. Hein, donc on peut rester qualitatif même quand on a énormément de clients. Il faut rester qualitatif, il faut faire confiance à l'intuition de ce qu'on pense développer et utiliser la data. Après, pour un peu balancer ça, balancer, il y a quand même des choses que parfois on voit à la data et qu'on n'aurait pas vu à l'intuition. Hein. J'ai en particulier un exemple assez frappant qui est chez Brevo, on voit beaucoup des gens qui vont créer des scénarios, qui vont créer des campagnes, et on a aussi une API qui permet d'envoyer des messages, et c'est forcément des clients qu'on voit moins. Et il n'y a pas très longtemps, on s'est rendu compte qu'en fait, 40% des gens qui utilisent Brevo, ils l'utilisent en mode API only. Donc ça veut dire que nous, c'est pas du quelque chose qu'on bosse. Hein. Je veux dire, on a une API qui est là, qui vit, et on se dit qu'elle est utilisée par quelques personnes. Et en fait, on s'est rendu compte que 40% des clients payants, alors le revenu moyen est peut-être un petit peu inférieur, donc c'est pas 40% du revenu, mais c'est quand même un revenu très important, est fait par une API dans un coin qui sert à envoyer des emails, des SMS et d'autres choses. Et ça, c'est hyper fort. Je veux dire, et ça va à peine de l'intuition. Et si tu regardes ton produit, bah, tu ne vas pas forcément voir qu'il y a autant de personnes qui utilisent par définition. Donc les chiffres, parfois, peuvent quand même te mettre des warnings, te faire voir des choses, etc. Donc il faut regarder les chiffres, mais tu peux pas. Faut d'abord truster son intuition. Alors, le titre de ce talk, c'était est-ce qu'un CEO fait un bon CPO ? Peut-être que tu as déjà un peu répondu à cette question en disant qu'il y a un moment où l'entreprise elle devient très grosse, que tu n'as plus assez de temps pour faire cette fonction, parler à tous tes utilisateurs comme tu le faisais au début, et puis tu dis il faut faire ça, et on te dit bah oui, c'est le CEO, il a raison. Maintenant, je te pose l'autre question, et ça va peut-être vous intéresser dans la salle. Est-ce qu'un CPO peut faire un bon CEO ? Il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Je pense que c'est une évolution pourtant très naturelle, et je pense qu'il devrait y avoir plus de CPO qui deviennent CEO. À la fin, une boîte, il y a pas mal de boîtes qui sont centrées autour de leur produit, et donc la personne qui construit ce produit, qui connaît le produit, qui connaît le client, devrait être la personne qui drive le business. En fait, moi j'ai une petite analyse psychologisante que j'ai vue sur les CPO, donc je la livre, hein, elle vaut ce qu'elle vaut, et évidemment elle est sans doute très fausse pour plein de gens, mais il y a une... Je pensais, écoutez bien, c'est intéressant d'avoir un CEO qui parle d'un CPO. Non, mais voilà, c'est une analyse un peu de coin de table, mais ce que je vois beaucoup chez les CPO, c'est des gens qui sont souvent très conceptuels, très cérébraux, qui en fait vont prendre du recul, parce que construire un produit, c'est compliqué. Donc ils prennent du recul par rapport aux clients, à ce qu'ils ont, et voir comment je fais pour aller autre part. Voilà, autre part, et comment j'arrive à atteindre la vision que j'ai de mon produit. Et donc c'est des gens qui ont souvent un tropisme que je trouve qui est plutôt sur les idées et sur la structuration, voilà, un peu détaché du terrain, et peut-être pas assez parfois au contact du business, de la vente. À la fin, une boîte, c'est quoi un CEO ? Un CEO, c'est un mec qui vend. Je veux dire, non mais et le rôle d'un CEO, c'est quoi ? C'est de vendre. Une boîte, c'est quoi ? C'est de la vente. Hein. Après, bon, évidemment, il faut bien manager, il faut faire attention aux coûts, etc. Mais d'abord, ce qui compte avant tout, pour développer une boîte, ou pour avoir une boîte, c'est de vendre. Hein. Donc, c'est pour ça que quand la boîte est autour du produit, que le CPO devienne un CEO devient naturel, puisque c'est le produit, en tout cas chez nous, c'est le produit qui vend. Hein. Et donc moi, j'encourage tous les CPO à être aussi des vendeurs. À partir du moment où vous êtes aussi des vendeurs, et la vente, c'est un peu dirty. C'est pas forcément toujours quel est le mot c'est pas forcément toujours agréable. Il faut savoir faire des compromis. Il faut savoir dire des choses qui parfois sont un peu à la limite. Chacun comprend ce qu'il veut. Donc il y a un côté très terrain dans la vente qui parfois ne correspond peut-être pas au profil de CPO et qui, pour moi, est l'explication du fait qu'il n'y a pas tant, ou en tout cas il n'y a pas assez de CPO qui viennent CEO.
parce qu'ils ne font pas assez de ventes. Donc est-ce que tu veux dire que peut-être qu'il y a un côté où ils sont peut-être un peu trop abstraits, avec peut-être presque, même ça pourrait être de la peur d'aller sur le terrain ou de se confronter à la réalité qu'est la vente, ce qui pourrait résonner avec le talk qu'on a eu un peu avant de Sylvain. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Il y a peut-être, je pense qu'il y a un exemple aussi qui l'illustre bien chez Brevo, justement la valeur ajoutée que ça peut avoir quand la fonction produit vraiment devient un lien entre toutes les fonctions dans l'entreprise. C'est peut-être celui du pricing. Oui, alors ça c'est vachement intéressant parce que nous, moi j'ai une anecdote qui est toute récente, qui date d'il y a 1 an, où on avait donc un modèle SaaS, donc on a des abonnements et donc tous les ans, on a des nouveaux clients avec des nouveaux abonnements. Et donc ce qu'on mesure, c'est beaucoup les clients globalement ils restent, donc il y a un chiffre d'affaires il y a une base qui est ici et tous les ans on en ajoute. Et donc on mesure beaucoup le nombre de nouveaux clients, de new business qu'on acquiert tous les ans. Et donc ce new business, ce nombre de nouveaux clients qui venaient de 2023 à 2024, non, 2022 à 2023, il était stable, donc il n'a pas grossi. Et donc là on se dit mince, j'ai atteint le plafond de verre, et donc on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Et on a réfléchi un peu à l'offre avec mon CPO. On s'est dit, bon, voilà, comment on peut un peu repackager l'offre. Et en fait, avec lui, et c'est lui qui a vraiment poussé ça, on peut faire une offre qui soit un peu plus attractive. On s'est dit, peut-être les prix sont un peu élevés, on peut montrer des offres qui est un peu moins chères, on enlève quelques features. Et c'est vraiment en comprenant à la fois qui sont les clients, c'est-à-dire combien ils ont de nombre de contacts, quel est les nombres d'emails, d'SMS, de choses, ce qu'ils font vraiment sur la plateforme. C'est en comprenant aussi quelle était la trajectoire d'un nouveau client qui arrive chez nous, qu'est-ce qu'il veut faire au début, qu'est-ce qu'il fera après. Qu'on a sorti une nouvelle offre, paradoxalement, donc on a les offres, on les a gardées historiques, on a juste rajouté 2 offres qui étaient beaucoup moins chères. 2 offres beaucoup moins chères, passé de 19 à 5 €. Voilà. Et grâce à ça, on a fait 40% de business. Mais je te jure, c'est vrai. Voilà, on a passé 40% de business. Ouais. Non, en nouveau business. En acquisition. En acquisition. Voilà, new business, c'est l'acquisition. Donc new business. Et en fait, avec des mécaniques, parce que je pense qu'on avait très bien compris ce que faisait un client, avec des mécaniques assez classiques ils commencent sur un petit plan. En fait, facialement, on apparaissait beaucoup moins cher qu'on est un marché concurrentiel, donc on apparaissait beaucoup moins cher que des concurrents qui étaient pricés inférieurs à nous, qui devenaient maintenant supérieurs à nous. Et les gens, ils testent, ils aiment bien, et ils trouvent ça sympa. Et ensuite, ils vont automatiquement upgrader. Et on a doublé le taux de conversion, et ces gens-là, ils upgradaient vers les plans historiques. Et donc c'est une mécanique hyper puissante qui évidemment est un game changer pour le business, mais un game changer parce que du coup la croissance n'est pas la même, tout change. Tout ça grâce aux produits et grâce à cette collaboration et ce travail qu'on a fait avec Jérémy n'a pas fait que le design system, il a aussi fait gagner 40% de croissance. Et le design system, non mais c'est hyper fort parce que le design system, on a fait le design system, donc aujourd'hui on a un produit qui est vraiment le cœur de Brevo. La secret sauce de Brevo, c'est vraiment un produit qui est vachement simple à utiliser et en même temps très puissant. Et ça nous a permis au premier quarter 2025 de passer devant, d'être en nouvelles installations. Donc premier quarter 2025, on a 65 000 nouvelles installations de Brevo versus 48 000 pour Mailchimp, 53 000 pour Klaviyo et HubSpot. Donc on est le numéro 1 mondial en nouvelle installation. Donc demain on sera le numéro 1 mondial tout court. Mais parce que on a un produit qui est meilleur. Quand vous êtes dans un environnement concurrentiel comme le nôtre, les gens ils testent, ils prennent le meilleur produit. Et voilà, et tout ça, c'est ce travail de Jérémy, du design system, des features qu'on regarde avec. Il faut être meilleur que les concurrents, je le répète tout le temps aussi. Garder. Ouais, c'est très présent chez toi, la concurrence, mais dans le sens où il faut regarder ce que vos utilisateurs comparent avec vous. Peut-être une dernière question, enfin, allez, avant-dernière. Donc on va essayer de répondre vite à celle-là pour qu'on termine sur la dernière que je voulais te poser. On dit souvent qu'il faut être très focus dans le produit, qu'il faut faire peu de fonctionnalités. Vous avez plutôt l'inverse, un produit qui est très très riche fonctionnellement chez Brevo. Vous avez plein de fonctionnalités. Comment t'expliques que ça marche aussi bien? Oui, je pense qu'entre eux, choisir un produit qui est très riche fonctionnellement et qui utilise un gaz et un produit qui fait très peu de choses et qui le fait hyper bien, c'est clair qu'il faut être focus et il faut faire un produit qui est hyper focus et qui est très simple. Après, si tu peux avoir les deux en même temps, c'est quand même mieux, quoi. Tu vois, voilà. Donc, voilà. Donc je pense que c'est ça la secret sauce. Si tu es capable de délivrer le produit, c'est d'avoir à la fin, et c'est difficile, c'est vraiment tous les jours on bosse sur ça, un produit qui reste simple
et aussi qui fait plein de choses différentes. Hein. Donc et c'est un équilibre compliqué, mais tous les jours, on se dit comment on fait pour que les gens qui connaissent pas grand-chose au marketing puissent utiliser. Et puis en même temps, on a des use cases, des clients qui sont des grands comptes, qui dépensent 100 000, 200 000, 300 000 euros sur la plateforme et qui ont des use cases hyper compliqués et qui utilisent aussi la plateforme. Et donc ça, arriver à faire les deux, je pense que c'est vachement compliqué et c'est ça qu'on a réussi à faire bien. Dernière question, et puis on va rendre la parole à peu près à temps. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le produit qui montent des boîtes. Alors, ils deviennent d'une certaine manière CEO. Voilà. En une ou deux phrases, quels conseils tu leur donnerais, toi, avec ton expérience de presque 20 ans d'entrepreneuriat? Alors, mon conseil, non, c'est assez simple. Hein, c'est toujours pareil. C'est les clients. Donc, soyez très proche de vos premiers clients. Vraiment, on ne le dit jamais assez. Et 2, hein, si vous avez déjà lancé votre boîte, c'est trop tard, mais si vous êtes en train de lancer, prenez un marché qui est gros. Hein, on ne le dira jamais assez. Prenez un marché qui est gros, parce que vaut mieux avoir 1% d'un énorme truc que 50% d'un truc minuscule. Donc, voilà. Et tout est exécution. Donc, si vous êtes sur un très gros marché, vous allez réussir à être meilleur que certaines personnes et vous allez faire une grosse boîte. Donc, le premier client, vachement genre de taille du marché. Taille du marché. Eh bien, merci voilà. pour ces deux conseils, Armand. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Et vous pouvez applaudir Armand.